Très bien. Donc c'est parti, petite présentation voilà, sur la fluidification, sécurisation. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces termes. En tout cas, pour ceux qui ont quelques années d'expérience dans l'arbitrage, voilà, c'est des termes qui reviennent souvent à la mode. On parle évidemment de la lecture du jeu globalement, hein, de manière plus globale. C'est une des rubriques dans vos rapports d'observation qui est voilà, une des rubriques les plus importantes. Et donc, on va avoir l'occasion de développer ça ensemble aujourd'hui. Si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas à me couper la parole sans problème, je ne me vexerai pas. Donc, premier point, la fluidification. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je vous écoute. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut bien vouloir dire? Ouais. 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 Très bien. Effectivement, il y a cette idée-là derrière la fluidification, mais le terme fluidifier, déjà, juste le terme fluidifier. Parce que là, tu m'as tout de suite donné des exemples applicables à l'arbitrage, hein. Évidemment. Peut-être rendre le jeu le plus propre possible. Ouais, donc il y a une idée derrière de propreté, ok. Propreté, fluidité, ok. Ouais. Ok. Continuité aussi. Une continuité, une constance, ouais. Je vous rejoins à fond dans ces termes-là. D'autres éléments pour définir la fluidité? Non, bah c'est déjà pas mal. Effectivement, on parle de faciliter l'écoulement d'une chose, au sens figuré, hein. Ça, c'est la définition un peu littéraire. Donner un débit régulier pour une circulation, pour un fluide, etc. Donner à quelque chose la limpidité, l'écoulement, qui sont ceux d'un liquide. Voilà, vous avez tous cerné cette notion un peu voilà, de continuité, j'aime bien, la constance, la fluidité, c'est vraiment cette idée-là qu'on va pouvoir tout à fait appliquer à un match de foot. Et on parle du coup de la circulation, pas d'un liquide, mais du ballon. Et tout ça, la finalité, c'est de servir le jeu et le spectacle, évidemment. Toute proportion gardée, puisque on arbitre, et je dis on parce que moi aussi j'arbitre à un niveau où c'est encore parfois très amateur. On arbitre à un niveau amateur où le niveau technique ne nous permet pas parfois, pas souvent et pas tout le temps, de servir le jeu et le spectacle comme on voudrait que ça soit. Donc il faut aussi avoir en tête toujours que la fluidité, ok, mais pas la fluidité à tout prix. Ok. Donc pour ça nécessite une véritable stratégie de la part de l'arbitre. On ne voit plus ton écran. Ah, vous voyez plus l'écran? Ah merde. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je coupe ma caméra. Ouais, vous aviez les deux? Eh ben, on va relancer hein, tout l'écran. De relancer le partage. Ouais, on relance le partage. Partager aussi l'audio du système. Voilà. Hop, hop, hop. Il y a quelqu'un qui a essayé d'enregistrer. Ouais, on revoit l'écran. Ouais. Et on s'entend. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ok. Donc, on en était sur la fluidité. Hein. Première partie, entre fluidité, sécurisée, fluidifié ou sécurisé. On est sur la fluidification. Donc, ça nécessite pour ça une véritable stratégie de la part de l'arbitre. D'abord, bien comprendre les intentions des joueurs. Vous me voyez un petit peu venir. Il y a des matchs où vous allez avoir des joueurs qui sont clairement là pour jouer, qui une fois qu'il y a des contacts, vont se relever tout de suite pour continuer à jouer. D'autres matchs où vous sentez que les joueurs ils sont peut-être un peu frustrés de la semaine, un peu énervés déjà, un peu tendus parce qu'il y a eu des antécédents, etc. Et dans ce climat-là, dans ce contexte-là, ça va être compliqué de laisser jouer, de fluidifier parce que les joueurs ont d'autres intentions qui ne sont pas forcément celles du spectacle. Donc là, c'est à vous, en tant qu'arbitre, de poser très vite un cadre. Dans ce genre de contexte, contexte un peu tendu, un peu
un peu haché, c'est à vous de montrer les limites tout de suite à ne pas dépasser. D'accord ? On parle d'un cadre, on parle de limite, de cadre, peu importe. C'est votre seuil de tolérance qui va dicter un petit peu derrière le rythme du match. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas le faire fluctuer, ce seuil, parce que au début de match, vous sentez que c'est un peu tendu, donc vous allez peut-être un peu plus siffler. Et ça ne vous empêche pas derrière, si vous sentez que le match est maîtrisé, que la tension redescend un peu, de derrière moins siffler. Et inversement, si au début du match, vous sentez que ça joue bien et que petit à petit, ça se tend, c'est là que vous allez avoir cette stratégie de siffler un peu plus de contact. Je pense que ça, tout le monde l'a déjà expérimenté sur les terrains. Donc, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, effectivement, on va avoir une stratégie où on va sélectionner les fautes à siffler et celles qu'on peut s'abstenir de siffler. D'accord ? Donc, on a un petit exemple en image. J'espère que la vidéo ne va pas être trop saccadée. Si jamais c'est le cas, vous inquiétez pas. Je vous envoie le fichier à la suite de la visio. Comme ça, vous pourrez le regarder tranquillement chez vous. Félix Ngoma. Et à nouveau la faute jouée très rapidement par les joueurs de Concarneau. Donc, il y a des fautes, des contacts qu'on peut siffler. Une faute du côté de Concarneau parce qu'Alex Georgen reste au sol suite à ce contact. Il y a des contacts qu'on peut siffler, des contacts qu'on peut ne pas siffler. Ces dernières minutes parce que forcément, quelle plus-value nous apporte ce contact pas sifflé ? Pas grand-chose. Et en même temps, les Berrichons ne veulent pas céder le match nul, pas céder. On imagine encore moins une défaite. On n'en est pas encore là, loin de là. Déjà, il faudrait. On est devant les bancs de touche, d'accord ? On est dans une zone qui peut être source de conflit, qui peut être source de tension supplémentaire. Et je vous remontre rapidement la faute, la situation. Donc juste devant les bancs, en fait, l'attaquant contrôle le ballon et le défenseur ne touche pas du tout le ballon. On a un joueur qui reste au sol, des réactions derrière. Ça amène une situation assez tendue. Et on voit que les joueurs, ils ne se relèvent pas du tout pour jouer. Vu les réactions qu'ils ont eues de part et d'autre, ça ne nous amène pas à dire que finalement, c'est un match où c'est là pour jouer, clairement. Où on est à la 85e, il y a un score serré. Voilà. Tout le contexte en fait, global de cette situation nous pousse à dire que finalement, là, dans la balance, il valait mieux siffler ce contact. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. Yes. Parfait. Ah non, c'est pas vrai. Alors. Pourquoi ça saute comme ça ? Tac. Partager une fenêtre ou tout l'écran ? Peut-être qu'il faut partager une fenêtre en fait. Ok. Si je fais ça. Voilà, on va rester comme ça et comme ça. Ok. Est-ce que là, vous voyez bien l'écran ? Ouais, très bien. Ok. On va faire comme ça. Et puis, pour voir les vidéos, je vais devoir passer un grand écran. Ok. Alors, ça. Là aussi, vous voyez toujours ? Oui. Ok. Donc, voilà, on était toujours sur cette stratégie de fluidifier ou pas. Pour ça, il faut bien comprendre les enjeux qui sont souvent divergents pour chaque équipe. Hein. Il y a des équipes qui vont vouloir à tout prix garder le score et donc arrêter de jouer, commettre beaucoup de fautes, essayer de ralentir le jeu, etc. Il y a des équipes qui vont plutôt se contenter d'un match nul et parfois déjà mettre une stratégie en place dès le match nul. Il y a des équipes qui vont, au contraire, même si elles gagnent 2-3-0, continuer à jouer quoi qu'il arrive et continuer de mettre de la fluidité dans le jeu. Voilà, donc ça, c'est à vous de bien le comprendre en direct, sur le terrain. Sur le terrain, vous devez sentir et comprendre les stratégies, les enjeux de chaque équipe. Est-ce que l'équipe a plus intérêt à continuer de marquer pour continuer de grimper au classement ? Est-ce qu'au contraire, l'équipe, là, elle a besoin de points, donc le match nul, ça leur suffit, etc. Tout ça, ça se prépare en amont. Et après, ça nécessite une adaptation pour vous en direct, sur le terrain.
Il faut savoir donc remettre en cause sa volonté de fluidifier face à la réalité du terrain. Durcissement du jeu ou énervement des acteurs, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Rien ne vous empêche de faire bouger ce seuil de tolérance en fonction de l'évolution du contexte du match. D'accord? Ça, c'est très, très important. C'est là où on voit vraiment les arbitres qui ont une intelligence dans la lecture du jeu. C'est ceux qui vont s'adapter à l'évolution du jeu, à l'évolution des réactions émotionnelles des joueurs et des acteurs. Ok. Donc là, une petite situation, un petit exemple sur le même match qu'on a vu tout à l'heure, un peu plus tôt dans le match. Voilà, on a un petit enchaînement de contacts. On a des joueurs qui se retrouvent au sol, l'arbitre qui laisse jouer et finalement, il se retrouve à devoir siffler une faute dans le rond central. Et on voit avec la réaction des joueurs que l'état d'esprit n'est pas forcément fair-play, n'est pas forcément bon. Il y a un joueur qui emmène le ballon avec lui. La faute dans le rond central, elle méritait un carton parce que c'était une attaque prometteuse. Voilà. On a des contacts et des réactions qui montrent que, en fait, l'état d'esprit n'est pas forcément propice à fluidifier. C'est ça. À chaque contact, les mecs se laissent tomber. Et l'arbitre, il laisse jouer. Et derrière, sur la faute, on est sur une faute vraiment antisportive avec des réactions derrière qui sont aussi antisportives. Donc ça doit nous alerter. Ça doit nous dire, putain, en fait, là, l'état d'esprit du match, il n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc s'ils ne veulent pas jouer, les mecs, s'ils veulent qu'on siffle à chaque contact, eh ben, pas de souci. Pas de souci. Vous leur donnez, on ne va pas jouer. On va siffler à chaque contact. Voilà. Et ben, au moins, il n'y aura pas de réaction épidermique. Et vous êtes présent à chaque fois, à chaque faute. Bien sûr, il ne faut pas que vous tombiez dans l'excès inverse de tout siffler parce que les joueurs vont se dire on a juste à tomber, il va siffler. Hein, je ne vous dis pas d'aller là-dedans. Mais de sentir que là, voilà, sur ce moment-là du match, on est déjà dans le dernier quart d'heure ici, et ben, il fallait sentir un petit peu que tous les contacts n'étaient peut-être pas possibles à laisser jouer. OK ? Alors, tac. OK. Donc, vouloir fluidifier est louable, mais il faut que les conditions et les scénarios du match le permettent. La fluidification s'arrête lorsque la sécurisation est nécessaire. Et donc, c'est là qu'on va basculer, nous, sur la sécurisation. OK. Donc, comprendre que la fluidification n'est plus une priorité, plus on s'approche de la fin du match. Ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour vous. C'est de choisir les bons moments où ça va être vraiment essentiel de sécuriser. Donc, il y a la fin du match. Il y a quoi d'autre comme temps dans un match où vous allez vous dire, oula, là, il ne faut pas que je prenne trop de risques. J'ai plutôt intérêt justement à resserrer la vis et à pas trop fluidifier. C'est au niveau de la mi-temps? Au niveau de la mi-temps, c'est-à-dire pendant la mi-temps? Non, à l'approche de la mi-temps plutôt. Yes, donc plutôt fin de première période pour toi? C'est ça. Fin de Préparer la sortie des joueurs, quoi. Ouais, exactement. Fin de première période, c'est un peu comme la fin du match, hein. Il faut qu'on sorte propre. C'est souvent un moment un peu de tension parce que les joueurs, avant de rentrer au vestiaire, ils veulent finir propre. Ils veulent peut-être mettre un but pour égaliser ou voilà, aller se reposer avec un but d'avance ou quoi. Effectivement, c'est un moment où il peut y avoir un peu plus de tension et de risque. Ouais, tout à fait. Quel autre moment du match va être essentiel et important pour la sécurisation aussi? Je vous ai séché là. Et ouais. Absolument, absolument. Et pareil que dans le même état d'esprit que les fins de période, les débuts de période, hein, même début de match, comme on a dit au début de match, il faut poser le cadre, il faut mettre les limites tout de suite. Et ben en début de deuxième période, c'est la même histoire. Les joueurs, ils vont revenir pour vous tester, ils vont recommencer à mettre en place certaines stratégies. Et vous, ça va être à vous de replacer un curseur qui puisse vous permettre de gérer bien la seconde période. Donc début de période, fin de période, on est OK, c'est vraiment des temps forts où vous allez plutôt être dans l'optique de sécuriser pour ne pas vous mettre en danger et soigner votre reste du match. OK ? On a quoi d'autre? On a encore d'autres moments forts, d'autres moments importants dans un match
où il faut être sur le qui-vive encore plus que d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme temps fort dans un match, à part les débuts et fin de période? Pour Il des n'y a pas arrêts. juste après un but. Ouais, très bien ça. Après un but, c'est un temps fort ça. Un temps très important. Souvent, les équipes se relâchent ou alors d'autres équipes, au contraire, se remettent en mode guerrier. Et là, ça peut être des sources de tension aussi, bien sûr. Après un but, très bien. Quoi d'autre? Hmm. Bah, il y a devant les bancs, mais ça, après, c'est. Alors, devant les bancs, c'est plus la zone. Ouais, Moi, je te ouais. parle du timing, tu vois, du temps dans un match où tu te dis, ah ouais, là, il y a un événement, il y a un temps fort là. Donc, Je après un dirais, but, T'as le ouais, temps je dirais additionnel potentiellement aussi. après un penalty aussi. après un penalty, j'ai entendu, ouais, très Ouais, bien. après un penalty, même raté, ça Ouais, peut parfois remotiver d'autres. ouais, Donc, c'est intéressant. très juste. Un penalty, c'est une grosse décision, une décision majeure d'un match. Absolument. Quoi d'autre? Bah, toute la partie temps additionnel aussi, qui peut être très tendue en cas d'égalité. Ouais, absolument. En cas d'égalité ou en cas de score très serré. Hein, je suis d'accord avec Surtout toi. s'il y en a une qui se fait remonter, qui était en avance et que l'autre voit qu'elle peut revenir, elles ont Donc, tendance à un peu passer en mode super guerrier sur les 3 dernières minutes, quoi. yes, absolument. Donc ça fait partie finalement des fins de période, des fins de match ou fin de période. Absolument, ça c'est des moments essentiels où vous devez le moins possible vous mettre en danger. Donc on a dit fin de période, début de période, après un but, après un penalty. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre encore? Ni Je moment, quoi. dirais potentiellement après un carton rouge. Et oui, après une sanction disciplinaire, surtout les cartons rouges. Qu'est-ce qui se passe derrière? On va avoir une équipe qui va être frustrée d'être à 10 ou d'avoir pris un carton jaune. Ouais. Donc, vous, naturellement, vous allez vous dire, bah, cette équipe-là, peut-être que la prochaine faute, même si c'est un petit contact, eh ben, je leur donne. Comme ça, ils seront un petit peu moins frustrés. Voilà, ça s'appelle de la sécurisation et ça fait partie de votre stratégie absolument. Très, très bien. Ok. Voilà, super. Bon, on est pas mal. Alors, juste quelques petites images. Vous les voyez bien ou c'est saccadé? C'est saccadé mais regardable, en vrai. D'accord. Bon, Enfin, pour moi, après, je sais pas les autres. Mais... très bien. Donc là, sur cette séquence, on a, donc c'est le même stade, hein, mais c'est pas les mêmes équipes. On a voilà, un enchaînement de contacts qui va plutôt être bien accepté par les joueurs puisqu'ils continuent à jouer. Et là, par contre, on arrive à un seuil qui est beaucoup trop dangereux. Et là, l'arbitre qui sanctionne tout de suite avec une posture calme. Et ça suffit, vous voyez qu'il n'y a pas de réaction épidermique. Donc, savoir fluidifier et sécuriser, stopper l'escalade de contact quand c'est possible, quand c'est nécessaire. D'accord. Deuxième match. Donc là, on va avoir un enchaînement de contacts aussi. Techniquement, c'est pas très beau. Et pareil, on a abouti forcément, hein, vous l'avez tous déjà vécu, quand on a un enchaînement de contacts qui se suit les uns après les autres et qu'on laisse un petit peu jouer, on laisse un petit peu monter la tension, et ben forcément, il faut se préparer à ce qu'il y en ait un qui soit un peu plus viril, un peu plus virulent que les autres. Et là, il faut être prêt à le cartonner. Voilà. Et là, c'est ce que l'arbitre, pareil, a très bien fait. Et là, vous voyez qu'au niveau des réactions, il n'y a personne qui sort frustré ou énervé de cette situation. Voilà. Donc retenez que pour la fluidification, c'est super de vouloir être dans une volonté de faciliter le jeu. C'est très très bien, c'est ce qu'on vous demande. Mais il faut que les conditions et le scénario du match le permettent. Voilà. La fluidification s'arrête quand la sécurisation devient nécessaire. À la fois sur un temps fort, mais à la fois en fonction des réactions des joueurs et des enjeux. OK ? Ok. Allez, on va un peu plus développer la deuxième partie, du coup, la sécurisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, je pense qu'on a déjà un petit peu fait le tour. Comment vous pourriez définir ça un peu, les jeunes, là? Ah, les jeunes, ils ont peur de parler, hein. Ils sont intimidés.
Yanis. Anis, pardon. Est-ce qu'il y a un Anis avec nous? Il est par là, il est parti, il a laissé son téléphone allumé, il est parti. Ah, ça s'allume son micro. Ah. Bon, il n'y a plus personne. Alors, quelqu'un d'autre, qu'est-ce que ça voudrait dire sécuriser dans les termes un petit peu, si on voudrait donner une définition de la sécurisation, sans forcément parler d'arbitrage, hein. Rendre plus sûr. Ouais, rendre plus sûr. Moi, je parlerais de protection du jeu, des joueurs Ouais, et de l'autorité de l'arbitre. ok. Donc, toi, tu es directement dans la définition d'arbitre, de protéger donc ta mission, ta triple mission de protection des joueurs, du jeu et de l'autorité. Très bien, ok. Et dans une définition un peu plus, ouais, un peu plus littéraire. Éviter ce qu'on pourrait appeler un suraccident aussi. Ouais, très intéressant. Une escalade, en fait. Tu vois, par exemple, déclencher des attroupements, ce genre de choses aussi derrière. Ouais, ouais, très bien. Éviter les risques, éviter les suraccidents, ça me plaît pas mal aussi, ouais. C'est intéressant. D'autres, ouais. Mettre en sécurité, instaurer un cadre, des limites. Ouais, effectivement, la sécurisation, elle va passer très bien par des limites, un cadre, comme on a vu tout à l'heure avec la fluidification. Très bien, très bien, très bien. Et donc, effectivement, il y a cette idée aussi de donner une stabilité, hein, de donner à quelque chose une sécurité, une stabilité, un cadre, hein. Ça rejoint un petit peu ce que vous avez dit, absolument. Rendre plus sûr, hein, ça je l'ai entendu aussi, renforcer la sécurité d'un lieu ou d'une chose. Et pour l'arbitrage, hein, comme l'a dit notre ami Victoire, c'est prendre des décisions pour protéger le jeu, les joueurs, et s'empêcher de prendre des risques, hein, d'éviter en gros les suraccidents, comme vous l'avez dit. C'est très bien, vous avez tous cerné cette notion. Il faut aussi avoir en tête que les joueurs, et la plupart des joueurs d'ailleurs, c'est comme ça même au plus haut niveau, ils ont besoin en fait d'avoir un cadre. Si vous leur donnez pas ce cadre dès le début, eh ben, ils vont toujours le tester, toujours le remettre en question, et ils vont pas vous faire confiance en fait. Et il y a certains joueurs, je pense que vous l'avez déjà expérimenté aussi, tant qu'ils ne se sont pas confrontés à vous, tant qu'ils ne se sont pas pris un mur d'autorité, un mur bien stable, bien cadré, eh ben, ils vont vous tester et ils vont toujours vous remettre en question. Tant qu'ils n'ont pas pris leur carton jaune ou tant qu'ils n'ont pas été réprimandés fermement, eh ben, ils vont continuer à revenir. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'arbitres qui ne le comprennent pas, qui se disent non, non, je vais être dans la pédagogie, je vais être gentil, je vais lui faire des sourires et tout. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ne comprennent pas ça, malheureusement. Allô? Oui. Alors, qu'est-ce que c'était ce petit bruit? Il y a quelqu'un qui a rejoint la réunion? Ah non. Ouais, il y a Emery. Oui, c'est ça. Ah ok, super. Bon, bah top. On reprend. Donc, vous êtes OK avec ces types de joueurs, ces profils un petit peu qui ont besoin de cadre, qui ont besoin d'autorité? Ils ont besoin Vous de se voyez? prendre leur carton blanc pour comprendre. Oui, carton blanc, c'est vrai, excusez-moi. Ouais, vous m'avez compris. OK. Et donc, pour l'arbitre, évidemment, ça nécessite une stratégie, exactement comme fluidifier. Quand est-ce qu'on fluidifie, quand est-ce qu'on sécurise? Il y a encore quelqu'un qui a posé une question ou non? C'est Juju qui veut rentrer dans la réunion. Ah merde, OK. Attends, tac. Ça, c'est bon, il est là. Il a réussi à rentrer. Bon. En fait, il fait tout pour nous perturber, ce mec. Merci, boss. Allez, ça marche. Non, mais j'ai besoin de suivre cette formation. Ouais, ça te ferait du bien, toi, c'est vrai. Non, je plaisante. Donc, pour la stratégie de sécurisation, eh ben, c'est comme pour la fluidification, comprendre les enjeux, le contexte, et que dans un match serré, plus le temps passe, moins l'arbitre doit prendre de risques, hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous montre juste deux petits exemples en images. Faute aussi à cette défense parisienne. Je vous le commente parce qu'on ne voit pas très très bien dans les images. Donc là, on a une équipe en noir qui fait une contre-attaque et une faute qui a été commise au milieu de terrain. L'arbitre ne siffle pas. Derrière, ça repart en contre-attaque pour l'équipe des Rouges qui finit par marquer. Et si on reprend la faute
au tout début de l'action. C'était une faute voilà, que parfois vous n'allez pas siffler, parfois vous allez siffler. C'était une faute qui était au milieu de terrain à l'opposé des bancs. Et bien finalement, l'arbitre, il a regretté de ne pas l'avoir sifflé parce que c'est une faute qui aurait tout à fait pu être sifflée et qui aurait évité derrière ce but contestable qui arrive à la 68e minute. Et évidemment, les joueurs ils vont venir contester l'arbitre et lui reprocher de ne pas avoir sifflé la faute en amont qui aurait pu lui permettre de sécuriser son arbitrage à ce moment-là. D'accord ? J'imagine que vous avez un exemple un peu plus frais en tête de dimanche soir dernier entre l'OL et le PSG. Il y a eu un but qui a été marqué, pareil, sur une action un peu litigieuse où on peut dire qu'il y avait faute, on peut dire qu'il n'y avait pas faute. Voilà, il y a autant d'arguments pour l'un que pour l'autre. Maintenant, si l'arbitre avait sifflé directement dès la perte de balle, est-ce qu'il y aurait eu débat ? Un petit peu moins que ce qu'il y a eu, en tout cas, ces derniers jours. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur cette situation. Des questions là-dessus ? Là, sur ce qu'on vient de voir, non ? Enfin, C'est pas good ? pour moi. Non. Alors, je vous montre tout de suite Alors, Léon qui a terminé un nœud. la deuxième image. Donc, c'est que des images de national, quasiment, parce que voilà, c'est ce que je connais le mieux. Et voilà, pareil. Donc, on a plusieurs contacts au milieu de terrain. Voilà. On va avoir un contact ici à l'entrée de la surface. Vous voyez bien que le joueur, l'attaquant en maillot noir qui récupère le ballon a une grande occasion de marquer derrière. Sauf que l'arbitre, il arrête tout de suite le jeu en voyant le défenseur rouge au sol. Alors, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute ? Ça, c'est un autre débat. Mais toujours est-il qu'on est en tout début de match, on est à la 5e minute, et l'arbitre, il a décidé que ce soir, il n'y aurait pas de but litigieux. Voilà. Et là, c'est clair et net. Il a sécurisé son début de rencontre. Voilà. Donc, je vous remets la situation. Ça a l'air de rien comme ça. Cette situation, on n'en parlera pas à la fin du match. On n'en parlera pas dans les médias, on n'en parlera pas du tout même. Mais sur le moment, ça va râler peut-être 10 secondes, 10-15 secondes. Voilà. Là, il y a un contact entre l'attaquant et le défenseur. Et bien, l'arbitre, il siffle tout de suite. Tout de suite pour éteindre la polémique avant qu'elle n'apparaisse. C'est ça vraiment que vous devez retenir ce soir. Ok. D'éteindre la polémique avant qu'elle ne puisse apparaître. OK ? Du coup, Gabriel, excuse-moi de te couper, ça veut dire que notre sécurisation va dépendre de l'horloge, du temps. Absolument. Ok. Absolument. C'est exactement ça. Ça va dépendre des moments forts du match. Si tu es en début de match, si tu es en fin de match, en fin de période. Ça, c'est des moments où tu ne dois même pas te poser la question de « Ah, allez, si je suis un peu gourmand, je vais laisser jouer. » Non. À ce moment-là, tu dois tout de suite sécuriser pour ne pas permettre aux joueurs d'avoir des polémiques. Ok. OK ? Et Gabriel, et dans les Ouais. milieux de période, si la Ouais. même situation elle arrive. Et bien là, c'est différent. Ok. Là, c'est différent parce qu'effectivement, on est dans un contexte de match qui fait que peut-être toi, tu as mis un curseur assez élevé et donc le fait de ne pas siffler, ça va être cohérent avec ce que tu as mis en place en amont. OK ? Ok. Yes. Voilà, c'est un contact qui, quand on le voit comme ça à vitesse réelle, peut ne pas se siffler aussi. OK ? Donc, on peut très bien aller dans ton sens et dire non, l'arbitre, il a bien fait, c'est un contact, voilà, comme ça. Il n'y avait pas forcément matière à siffler. Mais au moins, voilà, dans les moments forts, évitez de vous mettre en danger, évitez d'ouvrir la porte à des quelconques contestations et vous aurez un arbitrage beaucoup plus simple et accepté. OK. Et ça, vous voyez, je vous montre des images de national. C'est ce qu'on dit aussi aux arbitres de national, c'est ce qu'on dit aux arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2. Bon, voilà, ce n'est pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes retombées médiatiques, mais c'est important d'avoir ça tout de suite dès les premières années d'arbitrage. OK ? Voilà, la stratégie de sécurisation, c'est donc de savoir siffler en fonction du contexte, du timing, de l'horloge, comme a dit, c'est qui a parlé ? C'est Ayoub qui a parlé de l'horloge, c'est Oui. ça ? Ouais. Voilà, et savoir abaisser son seuil de tolérance vis-à-vis d'une faute de l'attaquant, mais entre parenthèses, c'est très important, sans l'inventer. Moi, je ne vous dis pas dès que le défenseur tombe devant vous, de siffler à 100%. Parce que j'ai aussi des contre-exemples où il y a des défenseurs qui ont simulé complètement, il y avait zéro contact de l'attaquant, et
de leur donner la faute, et ben finalement, ça dessert votre crédibilité parce que tout le monde sait que le défenseur a simulé. Donc, il faut savoir moduler ce seuil de sécurisation et élever son niveau de tolérance pour les fautes des défenseurs qui sont prêts ou dans leur surface de réparation. Il y a quelqu'un qui a un problème de micro là. Et donc, élever son seuil de tolérance, c'est notamment pour les fautes en faveur de l'attaque, donc commises par les défenseurs qui sont autour des surfaces ou dans la surface. Ça, c'est évidemment pour ne pas donner des occasions de but avec des coups francs dangereux ou des pénaltys sur des fautes qui peuvent être encore interprétables. Là, on n'est que sur du 100%. Et la formule en général qui va bien, qu'on retient facilement, c'est que pour l'attaque, il faut qu'il y ait du 100. Et pour la défense, un coup de vent. Ouais, un coup de vent. Ouais. Voilà, ça c'est ce qu'on dit depuis des années, qui est facilement applicable à tous les niveaux. Mais gardez bien en tête qu'il ne faut pas non plus se dire à 100%, le défenseur il tombe devant moi, je vais siffler. Non, parfois il y a des situations un peu plus complexes. Moi j'ai eu à mon dernier match par exemple, j'ai un défenseur, je savais très bien que c'était un petit vicelard. Il a essayé de me la mettre. Il a attendu que l'attaquant vienne derrière lui et il s'est jeté sur le ballon en l'attrapant avec les mains. Et on était pas loin de la ligne de touche, à côté de la surface. Et ben, j'ai sifflé contre lui. J'ai sifflé coup franc. J'ai indiqué qu'il avait commis une main. Et là, le défenseur, il s'est relevé en souriant et il est reparti se replacer. Et il a compris. Et derrière, il n'y a plus aucun défenseur qui m'a fait ça dans le match. Et oui, certes, j'ai pris un risque parce que je leur ai donné un coup franc derrière qui était dangereux. Mais pour le coup, là, il n'y avait vraiment pas faute pour la défense. D'accord ? Donc, il faut aussi garder ça en tête. Parfois, le fait de siffler contre le défenseur, vous allez aussi lui faire comprendre que non, aujourd'hui, il ne va pas vous la mettre à l'envers non plus. Et tous les autres joueurs comprennent le message. C'est ça qui est important. OK ? Et du coup, le timing de votre coup de sifflet va être hyper important. Comme on a vu dans la vidéo à Martigues, où l'arbitre il siffle tout de suite pour stopper l'action, ça évite les réactions épidermiques dues à la frustration ou à la fatigue, peu importe. Et ça tue le poisson dans l'œuf. Ça éteint la polémique. Ça éteint la polémique à tes souhaits avant qu'elle ne commence. OK ? Par exemple, Benoît Bastien, s'il siffle tout de suite la faute de Vitinha, s'il la siffle tout de suite dès que Tessman il est par terre, le joueur lyonnais, eh ben, peut-être qu'on n'a pas tout ça. Alors, c'est facile à dire. Hein. Là, je vous dis ça, moi, je suis personne. Hein. C'est facile à dire après quand on voit toutes les réactions, toutes les conséquences. Mais voilà, le timing de votre coup de sifflet, il va être hyper important pour éteindre cette potentielle polémique. Ouais, mais tu vois, par exemple, sur Ouais. la main de Zabarni, il siffle avant une faute sur Zahir Emery. Pourtant, les gens ont complètement occulté son coup de sifflet et ils sont juste focalisés sur la main. Exactement. Et vous avez vu, du coup, j'imagine, le débrief de la J12 sur le site de la FFF ? Oui. Oui, Ouais. ouais. Le but accordé sur la faute de Vitinha, pour eux, il n'y avait pas. Quoi. Ouais. Il avait déjà été refusé. Oui, bon, alors ça, c'est une décision un peu, comment dire, un petit peu politique. Ils l'ont tourné d'une manière un peu habile pour donner un peu à manger aussi aux acteurs du football. Vous, ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, c'est une faute. On peut très bien la siffler, on peut ne pas la siffler. Voilà, les deux sont possibles. Maintenant, il y a plus de risques à ne pas la siffler qu'à la siffler. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir et vous en avez la preuve par les conséquences médiatiques qu'il y a eu sur cette faute-là. Et effectivement, la main de Zabarni, juste avant, l'arbitre il siffle une poussée dans le dos. Tout le monde l'a oublié, tout le monde se focalise que sur la main, mais voilà, il y a un contact qu'il a voulu sécuriser juste avant pour justement éviter la situation de merde qu'il y a derrière, quoi. Parce qu'il a senti qu'il pouvait y avoir une main de Zabarni, mais il ne l'a pas forcément vue. Il a dit que voilà, il l'a même dit à l'oreillette, on l'entend, hein, il siffle avant pour se sécuriser, quoi. Okay. Donc ça, c'est très important, ouais, tout à fait. Bonne remarque. Oui. Gabriel, j'ai une question. Dis-moi. On nous dit souvent qu'il faut, s'il le faut sortir les cartons, comme tu dis, s'il le faut assez vite, quand il y a la faute pour éviter qu'il y ait des attroupements. Yes. Est-ce qu'on est dans une situation en tacle, on est sur du jaune, orangé, voire rouge. Ouais. On n'a pas très bien vu et qu'on peut peut-être se baser sur l'impact du tacle ou sur les conséquences. Est-ce qu'il faudrait tout de suite sortir ou mieux vaudrait quand même attendre pour comment on va gérer ça par rapport à la sécurisation? Alors, c'est une bonne question. Là, nous, on parlait déjà de dire est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute. On était dans la lecture du jeu binaire de est-ce que je sécurise, est-ce que je fluidifie. Maintenant, toi, tu rajoutes la notion de sanction disciplinaire en plus. Est-ce qu'il y a un carton?
pour une faute avec impact. Ça, c'est très intéressant. Vous avez tous été dans la situation de vous dire, putain, là, le tacle, il était un peu dégueu. La semelle, elle était dégueu, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit sur le pied ou sur le tibia, j'ai un doute. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est mieux de sortir tout de suite un carton quitte à potentiellement prendre le risque de se tromper de carton? Ou est-ce que, au contraire, vous attendez et vous sortez le carton une fois que tout le monde s'est calmé? C'est quoi vos stratégies à vous? Moi, à titre personnel, j'ai attendu en disant qu'on appelle d'abord les soins. Enfin, c'était juste pour tuer le temps et pour voir, mais je disais on appelle d'abord les soins, c'est lui d'abord, c'est plus important. Pour voir l'impact. Et après, j'ai sanctionné sur un carton rouge. Mais je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution. C'est pour ça que je le demande. Et comment tu as senti les joueurs autour de toi? C'était quoi un peu les réactions, les émotions? Il y avait quand même un peu d'attroupement. J'ai dû gérer à la fois le joueur blessé et un peu les joueurs qui essaient un peu de parler. Mais au bout d'un moment, ils se sont quand même apaisés une fois que le joueur a été sorti pour être soigné, donc, et que j'ai mis le carton rouge. Donc là, il n'y avait plus rien à dire. D'accord. Ok. Les autres, vous en pensez quoi? Moi, ça m'est déjà arrivé sur un match, par exemple, je siffle une faute qui méritait jaune, sauf que le joueur, il avait mal, donc du coup, je me suis enquéri de sa santé. J'ai fait venir les soigneurs et en fait, le capitaine de l'autre équipe n'arrêtait pas. Là, vous mettez pas de carton, là, vous mettez pas de carton. Limite, il me prenait la tête avec ça. Et j'ai dit, je peux d'abord m'occuper du joueur, enfin, voir comment va votre collègue. Il m'a dit, ouais, ok, pardon. Et en fait, il a compris que, en fait, il insistait pour rien. Mais du coup, par exemple, je me suis adapté. Ce week-end, il y a eu une faute qui a été faite. En fait, en courant, j'ai mis ma main à la poche en sortant mon jaune. Et pour montrer directement que j'allais donner une sanction. Alors après, j'aurais pu changer la couleur du carton, mais en fait, les joueurs, le fait qu'ils m'aient vu avec le carton à la main, ils sont pas venus autour de moi. Ils ont tout de suite compris que j'allais agir et qu'il y aurait pas qu'il allait y avoir une sanction disciplinaire derrière. Quoi. Ouais. Donc très intéressant vos deux témoignages. Là, c'est hyper intéressant. Et effectivement, en fait, la réponse. Alors moi, je peux pas vous donner une réponse qui va marcher à tous les coups. Mais ce que je peux vous donner comme solution, c'est de sortir la pochette. Sortir la pochette de carton et pas de sortir directement le jaune ou le rouge. Je parle vraiment dans les situations où on a une grosse faute, où vous savez que vous allez mettre un carton, mais vous ne savez pas forcément encore quelle couleur. Vous hésitez encore peut-être un peu entre le jaune et le rouge. Et bien, sortir la pochette, ça va avoir le même effet que tu viens de dire. Là, je crois que c'est Anthony qui a parlé en dernier. C'est ça, Sortir la pochette, ça va avoir le même effet. Ça veut dire que tout de suite, les joueurs ils vont se dire « Ok, c'est bon, il va y avoir un carton. » D'accord? Donc, tu n'as pas le capitaine qui va venir te casser les couilles à essayer de t'influencer, etc. Ou alors, s'il vient, tant pis, il prend son carton. Hein. Et ça ne vous empêche pas de mettre un carton pour contestation et après de revenir à votre première faute pour gérer les incidents. Donc, vous sortez votre pochette. Vous dites aux joueurs « Vous inquiétez pas, il va y avoir un carton. Laissez-moi faire mon travail d'enquête. » Et c'est là que, comme tu as dit en premier, qu'est-ce qui a parlé en premier d'ailleurs? C'est Aimé. Aimé, voilà. Aimé, parfait. Tu vois, après, tu prends le temps, tu gagnes du temps, comme tu as dit tout à l'heure. Tu gagnes du temps. Tu dis aux joueurs, vous inquiétez pas, je vais faire mon analyse. Et là, tu vas voir le blessé, tu appelles les soigneurs, tu fais ton cinéma, vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Tu regardes bien l'endroit de la blessure. Et là, peut-être que tu vas avoir l'information qui te manquait pour basculer au rouge ou rester sur le carton jaune. Tu vois? Et là, tu appelles le fautif et tu lui mets son carton. Ce qui est important aussi dans ces situations-là, c'est bien d'isoler le fautif parce que souvent, c'est lui qui va se prendre tous les joueurs frustrés parce que c'est lui qui a fait la faute et qu'il a énervé un peu tous les partenaires de la victime. D'accord? Ok. Donc voilà, est-ce que ça répond un petit peu à ta question, Aimé? Oui, bon, il n'y a pas de réponse exacte, quoi. Ça dépend du contexte et puis de c'est ça. Qui se fait, quoi. Si tu es sûr de toi, tu sors le carton tout de suite, ça va éteindre les réactions tout de suite. Mais si tu n'es pas sûr, le fait de sortir juste la pochette, tu vois, la pochette des cartons, la pochette noire, là où tu as les cartons jaunes et rouges, et ben, les joueurs ils vont se dire, OK, l'arbitre il va mettre un carton, déjà ça calme un petit peu. Et toi, ça te fait gagner du temps pour ton analyse, pour finir ton analyse en fait. Ok, merci. Je t'en prie. Allez, on enchaîne, toujours sur cette sécurisation. Voilà, petits exemples d'absence de sécurisation. Alors, ça peut passer pour de la faiblesse et surtout, en général, les joueurs, ils marchent comme ça. Et ben, ils se vengent. Ils se vengent dès que vous sifflez pas un contact sur eux. Ils se relèvent, ils disent « Ok, ah ouais, c'est comme ça. Et ben hop, je vais aller lui mettre une boîte pour me venger. » Ça marche. Ça existe à tous les niveaux.
Donc voilà, là, vous ne sifflez pas pour le mec. Il reste par terre. Peut-être qu'il simule, il n'y a pas de souci. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un joueur de la même équipe qui se venge pour lui et qui lui met une boîte par derrière. D'accord? Et là, on a un souci de cohérence du coup parce qu'on laisse un contact au début de l'action et derrière. On l'a combien à sanctionner plus ou moins le même après Exactement. Derrière, les joueurs, ils se disent il est pas cohérent, il sanctionne pas là-bas et là, il sanctionne. Pour eux, c'est pareil. Pour nous, c'est pas exactement la même type de faute. Peut-être pour ça que l'arbitre a sifflé et l'a mis jaune. Mais pour les joueurs, c'est pareil. Donc, il faut aussi se mettre dans la tête des joueurs et se dire que s'il y a un truc que vous sifflez pas d'un côté, faut être cohérent de l'autre côté. Voilà. Et c'est tout ce qu'ils vous demandent, les joueurs. C'est juste d'être cohérent. OK, vous avez le droit de pas siffler. OK, vous avez le droit de siffler certaines fautes. Mais par contre, essayez de faire de la même chose globalement de l'autre côté pour que les joueurs adhèrent à votre arbitrage. Ça marche? Ok. Donc, maîtriser jusqu'à la dernière minute sa ligne managériale au service du jeu et de l'équité sportive, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est vraiment de garder le cap, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de la rencontre, d'accord? D'être dans cette cohérence permanente et de comprendre que la sécurisation peut être technique, faute pas faute, mais aussi disciplinaire, comme on l'a vu, comme on en a parlé un petit peu avec Aimé juste à l'instant. Et donc, pour ça, je vous montre 2 petites images. C'est mis au sol. Donc là, on est dans un contexte où l'équipe en blanc mène 1-0. D'accord? On est à la 90e. Un joueur qui se met par terre parce que, soi-disant, il est blessé. Ça, vous l'avez tous vécu. Évidemment qu'il gagne du temps. Voilà, c'est clair pour tout le monde. Et donc là, la sécurisation, pour vous, ça va être de tout de suite, le faire sortir. D'accord? Tout de suite rassurer les joueurs adverses parce que vous leur dites qu'on va rattraper le temps. Ne vous inquiétez pas, on va rajouter 1 minute. Il va sortir, il va aller se faire soigner dehors vu qu'il a l'air blessé. Et il va y rester un petit peu dehors. Voilà, pas de souci, ils seront à 10 contre 11. D'accord? Donc, vous avez une double, dans ces enjeux-là, vous avez une double mission. Un, c'est rassurer l'équipe qui est menée au score pour pas qu'ils soient frustrés. Et 2, ça va être de dissuader les Blancs de recommencer. Et comment est-ce qu'on dissuade les Blancs? Alors déjà, le mec, vous l'envoyez tout de suite dehors. Et ensuite, tout de suite, vous appelez le capitaine et vous dites, capitaine, écoutez bien, là, déjà, je rajoute 2 minutes de temps additionnel pour ça. Et ça sera comme ça à chaque joueur blessé. Et à chaque fois, il restera dehors. Donc, c'est vous qui voyez maintenant ce que vous voulez faire et comment vous voulez finir le match. Voilà. Et ça, en général, ça marche plutôt bien. Si ça ne marche pas, vous allez au bout. Vous allez au bout. À chaque fois, vous rajoutez du temps additionnel. Et à chaque fois, vous faites sortir les mecs, sans problème. Okay. D'accord? Mais en général, vous allez voir que les capitaines, ils comprennent tout de suite le message et ils le font passer très vite à tous les joueurs. Ok. Faut être plus vicieux qu'eux, de toute façon. Il n'y a que ça. C'est que ça. Tu vois, on peut appeler ça du vice. Moi, j'appelle ça de la sécurisation. La sécurisation, ouais. C'est un peu plus, ça passe un peu mieux quand même. Autre situation, donc pareil, on est sur une fin de match. Il y a 2-0 pour les rouges. Coup franc pour les rouges encore. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, contre-attaque direct de l'équipe noire, de l'équipe en maillot noir. Et forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire les rouges? Ils vont vouloir casser l'attaque. Ou alors simuler une blessure. Donc là, il y a un joueur rouge qui s'est mis au sol. Mais l'attaque continue. L'arbitre laisse jouer parce qu'il sait que s'il arrête le jeu, il va devoir mettre un carton. Il va devoir faire perdre du temps encore une fois à l'équipe qui essaye de recoller au score. D'accord? Et là, pareil, tout de suite. Donc, il est allé voir le joueur qui était tombé par terre. Il sait que l'arbitre sait que c'est une stratégie pour gagner du temps. Et il va mettre en place la même stratégie que je vous ai dit tout à l'heure pour rassurer d'un côté l'équipe qui est menée au score et dissuader de l'autre côté l'équipe qui mène au score et qui veut perdre du temps. D'accord? Rassurer et dissuader. Très important comme terme. Donc, vous l'aurez compris, dans notre balance de fluidifier et de sécuriser, c'est une balance qui tient à pas grand-chose, qui tient à la fois à des éléments de contexte, donc d'enjeu, est-ce qu'il y a une équipe qui est première, dernière du classement, qui mène au score ou pas. Ça tient évidemment à des enjeux de temps. Est-ce qu'on est en début de match, en fin de match, en début de période, fin de période, après un but, après une exclusion, etc. Un moment fort du match.
Et évidemment, ça dépend de l'endroit du terrain. Est-ce qu'on est devant les bancs de touche, dans la surface, proche de la surface? Est-ce que c'est une faute d'un défenseur, d'un attaquant? Pour la défense, un coup de vent. Pour l'attaque, un coup de sang. D'accord? Voilà, ça dépend de plusieurs éléments pour faire basculer votre balance. OK? Quelques dernières petites notions que je voulais vous présenter. Donc, évidemment, c'est de vous adapter en fonction de la zone du terrain. Ok. Et votre niveau de tolérance va fluctuer en fonction de cette zone du terrain. Donc, vous voyez là, par exemple, dans la zone bleue, duel offensif contre un défenseur, j'abaisse mon seuil de tolérance. Là, c'est pour illustrer que pour la défense, un coup de vent, ça suffit. Et plus on va se rapprocher ici de la zone de la surface en rouge, et donc là, c'est un duel défensif contre un attaquant, et là où vous allez élever votre niveau de tolérance, comme on l'a dit tout à l'heure, avec défenseur, coup de vent, attaquant, coup de sang. OK. Voilà, c'est juste pour l'illustrer avec des schémas. OK. Donc à nouveau, pour appuyer sur ça, les coups francs incontournables, c'est quand on n'a aucun doute, on est sûr à 100%. Les coups francs de gestion, voilà, c'est des coups francs 50-50. Voilà, c'est un coup franc comme Vitinha contre l'OL là. Voilà, c'est un coup franc un peu 50-50, voire 60-40. Et ben là, quand on est proche de la surface comme ça, il vaut mieux le siffler. D'accord, il vaut mieux le siffler pour sécuriser justement. Alors que parfois, peut-être dans le rond central, à un autre moment du match, un autre type de match, vous allez plutôt le laisser jouer. Donc à nouveau, toujours dans cette idée de zone du terrain, on l'a découpé en 3. La zone de sécurité, où voilà, pour la défense, on abaisse le seuil de tolérance. La zone de construction, où effectivement, ça va évoluer en fonction du contexte, en fonction de votre arbitrage, de votre stratégie de match. Et en dernière partie, la zone dangereuse, où là, vous pouvez être amené à siffler des coups francs dangereux, des pénaltys, et où il faut élever votre seuil de tolérance pour vraiment siffler que l'incontournable. Et donc, pour conclure, ces deux termes, ils peuvent paraître antinomiques, ça veut dire opposés, hein, mais l'un et l'autre sont au service du jeu et même parfois du beau jeu, même au niveau départemental, hein, je vous l'assure. La fluidification permet donc d'avoir un temps de jeu effectif plus important, et ça, les joueurs, ils vont toujours vous remercier. Vous savez, il y a toujours les entraîneurs ou les joueurs qui viennent vous voir à la fin du match en disant « Ah, bah merci, monsieur l'arbitre, vous n'avez pas beaucoup sifflé, c'était agréable, on a pu jouer et tout, machin. » Et la sécurisation permet de garder la main sur les événements. Ça, c'est important. Ça rentre dans ce management proactif et qui permet de ne pas fausser le résultat du match. Vous voyez, là, ce qui est malheureux avec Benoît Bastien, c'est qu'on lui reproche d'avoir influencé le score. Alors que peut-être par une sécurisation un peu plus basique, si je puis dire, eh ben, il n'aurait pas eu ce genre de polémique. Mais je ne dis pas que c'est de sa faute. Hein. Tout le monde doit se remettre en question, évidemment, dans cette situation. De toute façon, on sait même au global que c'est plus facile de taper sur l'arbitrage que de se remettre en question. Hein. Voilà, bon, ça c'est un autre débat que. Oui, mais oui, tout moi, à une fait. fois, j'ai un coach, hein, on en discutait sur le bord du terrain, il m'a dit l'arbitre peut faire des erreurs. Il dit mais il nous empêche pas de mettre le ballon au fond des filets en fait. Bah, c'est ça. Donc, et puis l'attaquant qui a raté 3 occasions, 3 face à face, eh ben on va pas lui cracher dessus, pas autant qu'à l'arbitre. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, c'est le football. Et vous, on vous donne juste les billes, les outils pour bien vous mettre en sécurité, à l'abri, quoi. D'accord ? Donc pour tout ça, il vous faut une intelligence tactique, hein, être lucide pendant tout le match, vous parler à vous-même. Hein. Moi, je me parle beaucoup pendant le match, hein, sur le terrain. Je me dis, OK, donne à manger aux rouges. Là, ils en ont besoin. Là, c'est un temps fort. Siffle pour eux. Voilà, donne-leur un petit peu, donne-leur quelques miettes. Attention à cette équipe-là. Attention à ce joueur-là. Il est un petit peu frustré, tu vois. Voilà. Parlez-vous. Ça aide un petit peu à garder la lucidité, la fraîcheur mentale pour analyser la stratégie du match. D'accord ? Tout ce qui compte, c'est d'être au service du football et pas au service de sa propre personne. Voilà. L'idée, c'est que vous pourrez toujours justifier un coup de sifflet en disant non, mais là, j'ai protégé le jeu, j'ai protégé le joueur, j'ai protégé l'image du football. Voilà. C'est comme ça qu'on doit arbitrer pour moi. Et voilà. Si ça vous va, moi, j'en ai terminé. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique ? Ou même sur d'autres situations d'arbitrage que vous avez rencontrées, vous, sur vos matchs, comme Aimé nous a partagé. C'est le moment, n'hésitez pas.